Aujourd'hui, j'interviewe Anaïs Verestchak, elle est médecin généraliste et en ce moment, elle réalise un tour de France des remplacements médicaux en privilégiant les zones sous-dotées. On va bien sûr parler de ce merveilleux projet, j'espère d'ailleurs que ça donnera envie à certains d'entre vous. On va aussi parler de son rapport aux déserts médicaux et aussi d'une autre aventure, sa participation au concours Miss France en 2022. Comme d'habitude, je lui ai préparé un petit jeu, cette fois-ci, elle devra deviner à quoi correspond le chiffre que je lui annonce. Si je te dis 2000, est-ce que c'est le nombre de médecins qui vont partir à la retraite en 2024 et qui ne seront pas remplacés? Ou est-ce que c'est le nombre d'admissions aux urgences à Noël avec un couteau à huître? C'est compliqué, tu vas pas épargner, hein. C'est un peu du pif. Je pense que c'est les médecins, non? Si ça vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles et à me recommander des créateurs que vous aimeriez que j'interviewe dans ce podcast. C'est parti pour l'interview. Bienvenue Anaïs dans ta première consultation. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Première Consultation, l'émission qui interroge vos créateurs en santé préférés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Anaïs Verestchak, le docteur en médecine. Salut Anaïs. Salut, merci à toi pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. Alors tu es docteur en médecine, diplômé de la faculté de Montpellier et tu as C'est choisi ça, la spécialité médecine générale. tout à fait. Mais avant tout, je dirais que tu es surtout une aventurière. Aventurière parce qu'en 2021, tu as participé au concours à Miss France sous la couronne de Miss Auvergne. C'est ça. Et surtout aventurière parce que début janvier, tu as commencé une autre aventure qui est le Tour de France des remplacements dans des coins un petit peu reculés de la France pour faire des remplacements de médecine générale du coup. Donc on va évidemment en parler parce que moi ça me fascine réellement et donc je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Bah écoute, plaisir partagé. C'est vrai que j'ai des petites choses à raconter, un profil peut-être un petit peu atypique, mais ça serait avec grand plaisir du coup d'en parler un petit peu plus et d'approfondir en tout cas ces sujets-là. Exactement. Et donc moi pour les débuts de podcast, j'ai une petite tradition, c'est que je donne un mot à mes invités. Et avec ce mot-là, ils essaient de développer un peu ce que ça leur évoque. Et pour toi, j'ai choisi un mot que j'ai déjà répété plusieurs fois, c'est le mot aventure. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que ça t'évoque? Pourquoi tu as ce goût de faire des trucs un petit peu risqués ou atypiques? Est-ce que ce mot te correspond bien? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est vrai que je pense que ce mot peut bien me correspondre. Alors, il y a quelques années en arrière, je pense que je t'aurais pas dit la même chose, mais maintenant, beaucoup plus. C'est vrai que ce goût de l'aventure, de changer un petit peu de ce cadre médical qui finalement nous prend beaucoup de temps au quotidien, c'est venu un petit peu au fur et à mesure des études de médecine. J'ai toujours été très scolaire. Très portée sur avoir des bonnes notes, réussir, parce que c'est un peu l'éducation que mes parents m'ont inculqué, même si pas du tout de médecin dans la famille. Mais voilà, je savais qu'il fallait travailler pour réussir dans la vie, pour avoir ce qu'on voulait. Je me suis toujours mis beaucoup de pression, donc j'étais très très scolaire et on va dire que une fois que j'ai eu la PACES, que les vraies études de médecine sont arrivées, j'ai commencé à me dire qu'en fait finalement j'avais l'impression de faire que ça de ma vie. Je pense que c'est le sentiment qu'on a beaucoup quand on est dans les études médicales de manière générale. Et je trouvais ça un peu dommage. Je trouvais ça un peu dommage parce que en fait finalement il y a tellement de choses autour de nous, tellement d'aventures justement qui peuvent se proposer. Et petit à petit j'ai commencé finalement un petit peu à ouvrir mes horizons, à me détacher un petit peu donc des études, même si j'étais toujours très investie, mais à consacrer peut-être les 20% de mon temps restant à des aventures peut-être un peu plus atypiques. Donc ça a commencé par des stages du coup de médecine à l'étranger. Donc j'ai été un mois en Russie et un mois à Malte. Donc Malte un peu moins atypique, un peu plus vacances peut-être que la Russie, mais déjà là, j'avais le goût d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait. C'est vrai qu'on a passé, enfin en tout cas ma promotion a passé du coup les concours des ECN en plein Covid. C'était extrêmement compliqué, extrêmement anxiogène. On a quand même eu un concours qui était retardé de 1 mois. C'était pour moi l'hécatombe. Enfin vraiment quand j'ai appris ça, j'étais au fond du gouffre parce que tout avait été calculé pour une date limite et là il fallait repousser encore. On était déjà tous bien épuisés et fatigués par ce concours. Et finalement, après le concours, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie, je m'étais dit, ça y est, c'est bon, je suis médecin. Bien sûr, il restera la thèse derrière, mais j'avais envie d'un petit peu plus de fun, un peu plus de peps dans ma vie. Et c'est là que du coup je me suis présentée à Miss Auvergne. En étant interne, j'ai été élue d'abord Miss Puy-de-Dôme et ensuite Miss Auvergne. J'ai eu donc la chance de participer à Miss France. Donc une aventure un peu atypique finalement qui sort un peu des codes parce que justement on se dit mais qu'est-ce qu'elle peut bien aller faire à Miss France alors qu'elle soigne des gens au quotidien, ça n'a rien à voir. Et pour autant ça reste quand même une aventure sur lesquelles il y a pas mal de points communs, notamment c'est vraiment tourné vers l'autre. C'est vrai qu'une Miss à la base c'est quand même là pour représenter des causes qui nous tiennent à cœur. Donc moi évidemment je me suis beaucoup engagée au niveau du don du sang, pour le cancer pédiatrique, pour plein de petites choses comme ça.
pour essayer de faire avancer les choses à mon échelle, en tout cas au niveau de ma région. Donc j'ai eu la chance de faire cela. Après j'ai continué, j'étais toujours pas rassasiée, on va dire. Donc Plein je d'aventures. suis, ouais c'est ça. Je suis partie finalement faire la toute fin de mon internat en Polynésie française. Le goût du voyage toujours présent. Et c'est un petit peu comme ça qu'on en est arrivé à finalement à faire ce tour de France des remplacements médicaux en privilégiant du coup les déserts médicaux. Avec mon compagnon qui est kiné, on fait ça du coup depuis début 2024. Excellent. Donc, tu as commencé, tu le disais, un tour de France des déserts médicaux. Là, tu es dans le nord, je crois, actuellement, c'est Tout ça? à fait. Je suis pas loin de Calais, dans un petit village de 700 habitants. Et on t'a vu commencer ça du début 2024 dans la Drôme. Donc voilà, tu sillonnes un petit peu tous les départements Tout à fait. qu'on n'a pas trop l'habitude de connaître, forcément. Et du coup, moi, je me posais la question, comment t'es venue cette idée, du coup? Est-ce que c'était plus une envie de voyage ou justement, tu as à cœur ce désir de visiter les déserts médicaux au service des patients? C'était quoi la principale cause de ton départ, du coup? On va dire que ce projet, finalement, du coup, il est né en Polynésie déjà. Donc, forcément, quand on arrive sur la fin d'internat, on se demande ce qu'on va faire après. Est-ce qu'on s'installe immédiatement? Bon, généralement, on a quand même tous tendance à débuter par des remplacements, un petit peu pour trouver la manière d'exercice qui nous convient, pour savoir un petit peu si on ferait du 5 jours sur 7, est-ce qu'on ferait plutôt un peu de l'hospitalier aussi à côté, que du cabinet, etc. Donc, l'idée des remplacements, c'était une évidence, c'était sûr. Après, on se disait, voilà, on est parti à l'autre bout du monde, mais c'est dommage parce que finalement, les régions juste à côté de la nôtre, on les connaît pas forcément. Mm. Faut savoir que la problématique des déserts médicaux en Auvergne, on y est touché depuis des années malheureusement. Une bonne partie de ma famille qui est dans le Limousin aussi, en Corrèze profonde, sont concernés par la question. C'est très compliqué, il faut toujours faire 1 heure et demie de route pour voir le moindre spécialiste, le médecin traitant. Très difficile à avoir, il y en a un seul pour des milliers d'habitants. Enfin, très très compliqué la question. Et finalement, en fait, ce projet s'est dessiné un petit peu en se disant, bah, pourquoi pas allier les deux finalement, allier l'utile en continuant à voyager un petit peu, en vadrouillant comme on aime bien dire à droite à gauche, et en même temps apporter notre aide finalement aux confrères qui n'arrivent pas à se faire remplacer, aux consoeurs qui peut-être partent, notamment quand j'étais le mois dernier sur un congé maternité, venir prêter main forte pour essayer de dépanner aussi les patients qui se retrouvent dans des situations délicates. Et c'est un petit peu comme ça finalement que le projet est né. Excellent. Et donc là, ça fait 6 mois et tu fais ça en van, je crois, hein, c'est ça, en Tout plus? à fait. On a donc du coup, je suis revenue de Polynésie française mi-novembre. On a acheté notre van mi-décembre et le 1er janvier, on était sur les routes. Donc on a on n'a pas perdu de temps. Et ça se passe bien, du coup, tu fais ça avec ton chéri, hein, c'est ça? Tout à fait, qui est Et qui, kinésithérapeute du coup lui aussi. et qui fait du coup la même chose, les remplacements à chaque Tout à fois. fait, qui fait les remplacements avec moi. Donc moi côté médecine et lui côté kiné. On essaie toujours de trouver des remplacements conjoints pour que justement on puisse travailler dans la même durée de temps. Ah, génial. Et ça doit être une sacrée organisation au niveau administratif, ça, du coup, le démarchage, la prospection des personnes que tu fais passer, les papiers, Ouais. j'imagine, de l'ordre. Tout à fait. Tu Alors, faisais- au niveau de l'inscription à l'ordre, donc je suis inscrite à l'ordre de ma région de base. Et ensuite, pour les remplacements, c'est plutôt sur les contrats. En fait, ce sont les médecins qui sont remplacés qui envoient les contrats finalement à leur ordre pour les prévenir qu'il y a une remplaçante. Mhm. De ce côté-là, ça va à peu près. Je trouve que ce qui est le plus difficile finalement, c'est de trouver les remplaçants. Mhm. Euh, on va dire que il y a des besoins partout, ça c'est sûr, mais aujourd'hui la communication elle est extrêmement mauvaise sur le fait que certains médecins ont besoin d'être remplacés à telle période. Ça se fait beaucoup sur le bouche à oreille, sur justement les médecins, on va dire ou les anciens internes qui sont sur la région et pas forcément finalement sur les personnes comme nous qui pouvons amener à venir de l'extérieur. Donc c'est comme ça que on s'est dit comment on va pouvoir s'y prendre. En Auvergne, on savait que ça fonctionnait par groupe Facebook et en fait, il s'avère que dans toutes les régions, c'est comme ça. Donc, on va sur Facebook, on fait nos petites recherches et on contacte du coup les médecins, les kinés. On fait des tableurs Excel qui n'en finissent plus avec les dates qui peuvent correspondre. Est-ce que ça correspond aussi côté kiné, les rétrocessions, est-ce qu'il y a un logement sur place, enfin tout un tas de détails. Ça prend une grosse quand même partie du temps administratif sur la recherche. Hein. Et du coup, si tu avais, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en santé qui nous écoutent, et ça pourrait certainement les intéresser de faire ce même type de projet, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner? Est-ce que tu conseilles à tout le monde de faire ça en van? Parce que j'imagine que ça permet de faire les voyages facilement dans les zones reculées. Ou est-ce que tu leur conseillerais d'être accompagnés? Parce que j'imagine que l'éloignement, ça doit être compliqué, de la famille, etc. C'est quoi tes conseils? Et aussi donner l'envie à tout le monde de faire ça, parce que c'est super important ce que tu fais.
Oui. Alors, en termes de conseils, je dirais simplement à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, déjà, il faut quand même aimer on va dire, pas forcément la stabilité, bien au contraire, il faut quand même aimer sortir de sa zone de confort parce qu'évidemment, en changeant de remplacement tous les mois, c'est des nouveaux locaux qu'il faut découvrir, c'est des nouveaux logiciels, une nouvelle façon de travailler, des nouveaux confrères, un secrétariat parfois qui est télésecrétariat, des fois secrétariat présentiel. Donc c'est plein de petites modalités qui varient. Alors au début c'est pas évident, hein, mais même pour moi, même pour mon compagnon, au début c'était compliqué. Après on prend le pli en fait finalement, on s'habitue à la nouveauté de manière mensuelle, donc finalement on y arrive de mieux en mieux. Et après en termes d'organisation, alors nous on a choisi de faire ça en van parce que c'était une aventure qui nous tentait, même si on n'avait jamais expérimenté la vie en van, et finalement on est très content et ça nous va très bien comme ça, mais je pense qu'il est tout à fait possible de faire de manière peut-être un peu moins speed. Je sais que par exemple il y a des maisons de santé qui mettent des logements à disposition, des fois il y a des mairies aussi, donc par exemple pour un remplacement sur un mois, je pense qu'il est tout à fait possible de venir avec son propre véhicule, une voiture classique, de pouvoir rester un peu plus longtemps, de découvrir peut-être la région aussi sur place sans forcément faire un tour de France, mais je pense que ça peut être enrichissant pour tout le monde d'aller dans des zones où finalement il y a besoin vraiment de médecins, il y a besoin de soignants de manière générale pour comprendre les problématiques, déjà pour être plus sensibilisés, parce que c'est vrai que, alors il y a aussi des villes qui sont touchées, mais pas de la même manière que les zones dans lesquelles on se trouve, et pour comprendre qu'effectivement il y a des prises en charge qui peuvent être organisées aussi beaucoup au niveau du cabinet avec les paramédicaux qui sont présents sur place et pas forcément toujours renvoyés aux urgences, à l'hôpital, etc. Je pense que ça c'est extrêmement formateur, surtout quand on commence. Moi-même, des fois, je me mets dans des situations où je me dis oh là là, mais je vais pas savoir gérer. Et en fait, finalement, on arrive toujours à gérer. Parfois, c'est pas forcément la prise en charge idéale, mais justement, je sais que la prochaine fois, je pourrais faire différemment et c'est très formateur. Dans tous les cas, il y a toujours des gens autour. Je veux dire, il y a toujours des spécialistes qui sont disponibles pour répondre à nos questions. Il y a toujours le 15 hein, au bout du fil pour les urgences vraiment très importantes. Il ne faut pas se dire qu'on sera forcément plus seul dans les endroits reculés qu'en pleine ville où finalement tout le monde a sa vie. Les spécialistes, ils ont aussi du monde en ville. Franchement, on peut s'attendre à ce que ce soit horrible et ça l'est pas tant que ça. Excellent. Oui, c'est vrai qu'on se fait tout de suite une image de la médecine en zone reculée, en campagne, qui est peut-être pas forcément réaliste, et du coup, ton compte du coup, fait vraiment du bien à cette profession pour les endroits les plus reculés, du coup. Les gens, enfin la patientèle en campagne n'a rien à voir avec la patientèle en ville, Ouais. et notamment dans ces zones-là où ils sont extrêmement reconnaissants d'avoir des soignants qui viennent les dépanner, qui viennent leur filer un coup de main. Il y a encore ce rapport vraiment médecin de famille, la confiance avec le professionnel de santé qui se perd parfois en ville malheureusement. On a l'impression des fois que les patients sont au drive à demander du coup leurs ordonnances, ils viennent, ils n'ont même pas spécialement de motif, ils veulent déjà l'imagerie en question sans nous expliquer pourquoi. Je sais qu'en campagne, j'ai jamais ce type de problème-là. J'ai souvent des gens qui sont souriants malgré la maladie et qui sont contents justement simplement d'être écoutés et d'avoir quelqu'un en face d'eux. Ok, et au-delà de la mentalité, est-ce que tu vois des différences dans les cliniques, du coup, les cas cliniques que tu rencontres? Comment la clinique évolue en fonction des villes où tu as exercé? Est-ce que tu vois une différence Tout finalement? à fait. Ouais, tout à fait. Il y a une vraie différence, d'autant plus quand les déserts médicaux sont vraiment marqués. Mm. Plus il est difficile d'accéder à des consultations, et évidemment, plus on va dire les cas mineurs à type de rhinopharyngite ou d'angine virale, on ne les voit pas. Parce que déjà, je pense que d'une part, le tri se fait tout le seul, dans le sens où les gens, quand ils sont malades et qu'ils ont vraiment de l'aigu, au vu des délais de rendez-vous, de toute manière, la virose, elle est déjà passée, qu'ils n'ont pas eu le rendez-vous. Donc finalement, ça passe tout seul. Et aussi, je pense que les gens ont plus conscience aussi finalement que on vient pas pour rien chez le médecin, entre guillemets, si je peux me permettre. Ils viennent vraiment pour des vrais cas, pour des maladies chroniques qui ont besoin d'être évaluées, pour le renouvellement de traitement, évidemment, quand il y a des douleurs vraiment qui ne passent pas, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie différence là-dessus. Pour avoir refait un remplacement en décembre en Auvergne, avant de partir dans une ville, enfin vraiment à côté de la métropole de Clermont-Ferrand, je voyais quotidiennement des cas où je me disais simplement les gens viennent et ne devraient pas être ici. Alors c'est pas contre eux, eux perdent leur temps, je perds aussi un peu mon temps puisque j'ai pas fait 9 ans d'études pour prescrire simplement des lavages de nez et du Doliprane. C'est aussi embêtant pour eux que pour nous les soignants. J'imagine. J'imagine.
Oui, c'est des habitudes du coup qui qu'il faudrait changer par de la prévention, par, je sais pas quoi, mais Tout à on fait, peut pas leur, jeter la pierre non plus parce qu'ils sont peut-être pas suffisamment renseignés sur, ce qui est tout à fait. une, cause médicale ou pas du coup, ouais, peut-être. Je pense qu'effectivement, c'est important, c'est aussi notre rôle d'expliquer et d'éduquer, entre guillemets, notre patientèle à quand est-ce qu'il faut venir consulter et quand est-ce que c'est pas nécessaire. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai été, parce que j'ai des connaissances qui ont voulu faire des remplacements dans des zones un peu rurales, du coup écartées, qui sont qualifiées de sous-dotées, et ils ont rencontré un autre problème, c'est que les médecins, les dentistes de ces endroits-là sont tellement pas habitués à être remplacés qu'ils ont un peu la flemme, entre guillemets, de faire les démarches administratives pour accueillir un remplaçant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que... Alors non, Non? pas du tout. Après, c'est peut-être aussi pas tant le parce que les démarches administratives en soi, elles sont pas Mm. si longues que ça. Il y a simplement un contrat qui est déjà un contrat type finalement qu'ils ont toujours pour les remplacements. Il faut remplir le nom, prénom, le numéro RPPS. Alors je pense qu'il faut quand même une petite demi-heure, trois quarts d'heure peut-être pour remplir le document et l'envoyer. Mais c'est pas long, il n'y a pas de d'attente à accepter puis ensuite à recevoir. Il faut simplement informer l'ordre. Donc je suis un peu étonnée de ce côté-là. Après c'est peut-être plutôt je pense que ce qui peut freiner dans certaines zones, c'est que des fois, les patients sont tellement attachés à leur médecin traitant que quand le remplaçant vient, ils ne veulent pas consulter. Mm. Ça, c'est une problématique. Par exemple, ici, je sais qu'ils sont très, très attachés à la médecin que je remplace et qu'ils préfèrent attendre qu'elle revienne plutôt que de me voir. À juste titre, je ne sais pas, mais si jamais ils sont vraiment malades, en tout cas, je suis là. Ça me permet, moi, de mon côté, d'ouvrir les créneaux aux patients qui n'ont pas de médecin et du coup de prendre en charge des gens qui sont en détresse médicale, qui sont vraiment dans l'attente de soins depuis déjà plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, j'ai vu. Donc ça permet quand même, enfin moi je m'y retrouve et eux s'y retrouvent aussi, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut voir dans les cabinets où les patients sont très très attachés à leur médecin et parfois depuis Bien des sûr. années. Et il y a un autre truc que tu partages sur ton compte Instagram, c'est bien que les patients habitent parfois à une distance non négligeable du cabinet, tu as régulièrement des lapins, du coup, des rendez-vous qui ne sont Mm, pas honorés sans être prévenus, du coup. Donc c'est un gros manque de tout à fait. temps pour toi. Il paraît que ça représente à peu près 15% des consultations. J'ai vu ça dans les articles. Tu confirmes à peu près? Alors, c'est là encore une fois, c'est vraiment variable selon les Mm. cabinets. Plus quand même on se retrouve dans des zones où c'est compliqué et moins il y a de lapins. Pour autant, là par exemple, je sais qu'il y a plus de, je pense qu'il y a plus de 10 000 patients honnêtement sur la zone qui n'ont pas de médecin traitant, au moins, ça c'est sûr, puisqu'il y a eu trois gros départs en retraite, qui sont pas remplacés évidemment. Et, euh, et pour le coup, là, il y a peu de lapins, mais on est quand même. Donc, je dirais, de ce que j'avais regardé un petit peu aussi sur les études, c'est que ça tourne autour de 10%. C'est au moins à peu près un patient par jour. Ça dépend des fois. Vraiment, c'est difficile de dire parce que bah, il y a des semaines où c'est rare. J'ai jamais eu, je crois, une 2 semaines où j'ai pas du tout eu de lapin. Mais par exemple, la semaine dernière, j'en ai eu un Mm. seul. Là, cette semaine, j'en ai déjà deux. Donc, c'est variable. Mais c'est vrai que ça, comme je dis, ça fait rager parce que vraiment à côté de ça, je refuse des patients en fait tous les jours. Donc c'est-à-dire que je reçois des messages du télésecrétariat m'expliquant qu'il y a tel ou tel patient qui doit être vu. Moi malheureusement mon planning il n'est pas non plus hyper extensible. Quand je vois 30 patients, je peux pas faire plus. Mm. Et du coup, c'est des patients forcément que je suis obligée de refuser, des patients qui vont potentiellement aller aux urgences ou qui vont faire appel à SOS médecins, etc. Alors que c'est des patients qui peuvent être tout à fait vus au cabinet, hein, c'est juste par manque de place. Alors forcément, quand il y a un patient qui ne vient pas et qui ne prévient pas, et ben on se dit c'est une perte de chance pour le patient que j'ai refusé. Tout à fait, et ça En effet, en effet. c'est difficile à J'imagine, gérer. ouais, complètement. Donc, au-delà de l'impolitesse, c'est quand même une catastrophe au niveau médical, ouais. Tout à fait. Et Mm, donc, pour toi, parce que moi qui ai un compte plutôt exposé depuis de nombreuses années sur la médecine, et moi je viens de la campagne en fait, et je défends régulièrement la campagne, et je dis, putain, mais regardez comme c'est super beau, pourquoi il n'y a pas de médecins qui viennent ici? Parce que chez moi c'est aussi un désert médical. D'ailleurs, t'es passé pas très loin, donc j'ai vu les photos, C'est vrai, ça m'a fait tu es plaisir. d'où toi? Moi je suis du 01 et t'es allé à Ah la oui, tout à cascade fait. du Hérisson, Oui, tout à fait. donc j'habite pas très loin. Très très beau. C'est super joli, ouais. Et donc, moi, je défends un petit peu aussi de venir travailler dans les zones sous-dotées parce que c'est super joli, le cadre est super Tout agréable. à fait. Euh, et souvent, on me dit, oui, mais il faut que ma compagne, si elle vient, il faut qu'il trouve un travail, il n'y a pas d'école pour les enfants. Est-ce que pour toi, c'est vraiment une barrière à l'installation en zone sous-dotée? Et qu'est-ce qui manque réellement pour qu'il y ait plus de gens qui viennent s'installer
dans les zones rurales pour toi? Ça, c'est vrai que c'est une question qui est extrêmement difficile parce que, alors nous, on n'est pas concernés dans le sens où mon compagnon est kiné, donc il trouvera aussi du boulot forcément. Mais je pense, oui, effectivement, aux couples où il n'y a pas forcément deux soignants, où là, évidemment, les offres d'emploi. C'est sûr que dans les zones où je suis, il n'y en a pas forcément, il n'y a pas de tout, quoi. Ça, c'est une première chose. Après, évidemment, quand on a des enfants, il faut forcément qu'il y ait l'école. Je comprends les personnes qui sont freinées de ce côté-là. Tout à fait, on ne peut pas leur jeter la pierre. Je pense que c'est au territoire d'essayer de se rendre le plus attractif possible. Après, je pense que ça vaut quand même le coup. Alors, je ne suis absolument contre le fait qu'il faut obliger les internes à aller dans telle ou telle zone, parce que je trouve que c'est absolument pas... C'est pas en obligeant les gens qu'on va les attirer, loin de là. Bien au contraire, et surtout pas quand on a déjà fait 9 ans d'études, voire plus pour certains. Mais je pense que c'est quand même des régions qui méritent d'être plus connues, parce que c'est vrai que nous, on se balade régulièrement et on se dit, ben là, en fait, on se verrait bien rester là. Ouais, mais cette région, elle est incroyable. Non, mais là, le cadre de vie, vraiment, que demander de plus? C'est super chouette. Et quand on voit, par exemple, le cabinet, je sais pas si vous voyez un peu, mais c'est vraiment un cabinet tout neuf. Super bien équipé, les mairies mettent plein de choses à disposition aussi pour faciliter l'installation, il y a des avantages fiscaux, enfin il y a des aides à l'installation. Donc je pense que ça mérite quand même d'être peut-être plus étudié, pas se dire d'un coup non mais moi c'est sûr que j'irai pas dans une zone comme ça, surtout que la qualité de vie comme tu le dis est quand même bien enfin pour moi en tout cas est bien plus intéressante ici qu'en ville. Ouais. Je me suis baladé il y a pas longtemps en Haute-Loire, je sais pas si tu es passé par Oui, là. tout à fait. Et c'est super sympa. Je connaissais pas du tout ce coin de France Ouais, c'est magnifique, et c'est vraiment très joli, le Puy-en-Velay, tout ça, c'est vraiment chouette. c'est vers chez moi. C'est vers chez toi? Toi, tu es Ouais, du tout à Puy-de-Dôme, fait. hein, c'est ça? Ouais, du Puy-de-Dôme. Ok. Et du coup, est-ce que on te voit documenter ton aventure sur Instagram avec des photos où tu fais un peu de tourisme le week-end, etc. Donc c'est des coins Tout à super fait. sympas. Est-ce que tu as pris des notes de cette aventure? Par exemple, je sais pas, pour écrire un livre à la fin de cette aventure, ou des vidéos pour faire un reportage, je sais pas à quoi on peut s'attendre à la fin de tout ça. Alors, on a essayé de faire un journal de bord un peu atypique, c'est-à-dire que je pense qu'on, dans chaque ville où on passe, on essaie d'acheter une carte postale. Oh, trop. Une carte postale derrière laquelle on écrit notre journée, nos anecdotes, etc. Quand on en trouve, parce qu'on n'en trouve pas toujours dans les petits villages où on va. Mais on a quand même, on commence à avoir une belle collection quand même de cartes postales. À la fin, on sait pas trop ce qu'on en fera. On aimerait bien soit faire un mur entier avec des cartes postales, ou peut-être avec la carte de la France, ou les plastifier pour qu'on puisse bien les conserver. On sait pas exactement. On a plein d'idées à ce niveau-là, ça manque pas. Et sinon, après, évidemment, moi j'ai toujours adoré faire des photos, faire des vidéos, etc. En plus, j'ai eu la chance de recevoir un drone en cadeau de thèse, donc du coup, j'en profite. Et forcément, on a beaucoup de vidéos. J'essaie tous les mois de faire un petit récap par région, du coup, parce que déjà, j'adore les re-regarder, les vidéos, à titre personnel. J'espère que ma communauté apprécie aussi. Mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir garder en image un petit peu toutes ces zones dans lesquelles on passe. Et à chaque fois, on se dit quand même, notre pays est vraiment magnifique. On a de très belles régions. La gastronomie, on n'en parlera même pas, mais vraiment, on a de la chance. Ouais, trop trop cool. Et d'ailleurs, ouais, vu que j'ai pensé à un truc avant d'enregistrer, c'est que je crois que cet épisode va sortir le dimanche 14 juillet. Donc tu vois, ça tombe bien. Quand tu D'accord. fais la Ah, promotion de la France, c'est c'est génial. parfait. Du coup, je t'ai préparé un jeu Allez, qui s'appelle Devine le chiffre. En fait, je vais te donner des chiffres et tu vas devoir deviner à quoi ça correspond. d'accord, ok. Par exemple, Toujours dans le domaine médical, on est dans le d'accord. domaine médical, ouais. Ok. Si je te dis 2000, est-ce que c'est le nombre de médecins qui vont partir à la retraite en 2024 et qui ne seront pas remplacés? Ou est-ce que c'est le nombre d'admissions aux urgences à Noël avec un couteau à huître? Bonne question. 2000, 2000. Et t'as dit c'est les médecins qui partiraient en retraite en et non 2024? remplacés. Non remplacés. Je pense que c'est les médecins, hein. Et c'est les couteaux à huître à Noël. Ah bon? Ouais, et l'autre chiffre, c'est 16 000. Donc il y a 16 000 médecins 16 qui 000, vont ah partir ouais, à oh la là là. retraite. Ouais. Bah, c'est encore pire que ça. C'est encore pire que je pense. Au début, je me dis c'est peut-être pas assez 2000. Après, je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être un peu pessimiste. C'est peut-être que 2000. Bon, d'accord, ok. Bon, c'est encore pire. C'est encore pire. Tu vois, je pensais C'est que pas c'était juste rassurant, ouais. pour qu'on ait quelques statistiques, je trouve ça super intéressant. Si je te dis 20 à 30%, est-ce que c'est le nombre d'urgences qui ne sont en fait pas urgentes,
ou la proportion de femmes chez les dentistes? Je pense que c'est ce qui n'est pas urgent. Exactement. Les femmes Mm. seraient 40% chez les dentistes. Ouais. Surtout que je me rappelle j'étais externe et que je travaillais aux urgences, je me rappelle très bien d'un chef de service qui m'avait dit honnêtement, de toute manière, ici, ne te stresse pas, il y a une personne sur trois qui ne devrait pas être là. Donc ça m'avait fait un petit peu redescendre en pression à ce moment-là où on a quand même beaucoup de pression sur les épaules quand on commence tout juste et qu'on sait pas trop s'orienter. Et ouais, c'est dramatique, mais c'est le cas. Ouais. Une personne sur trois, à peu près, c'est vrai que c'est impressionnant quand même. C'est normal. Oui. Si je te dis 66, est-ce que c'est le nombre de kinés dans le département de l'Eure ou le nombre de... C'est compliqué, tu vas pas épargner. Hein. c'est un peu du pif, hein. Ou le nombre de banques dans le département de l'Eure. 66, ça fait beaucoup quand même. Quoique les... Ah non, mais des banques. Non, c'est le nombre de C'est le kinés. nombre de kinés, ouais. Ouais, c'est Des ça. bons kinés. Ah, ça fait pas mal quand même. C'est pas mal, le 66? Je sais pas, je me rends pas compte, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal, non? Je me rends pas compte non plus, on va dire. Ouais. Je me rends pas compte de Il la... faudrait qu'on fasse le nombre d'habitants dans l'heure et j'avoue que je ne suis pas assez forte pour dire ça. J'en ai encore deux. 337, est-ce que c'est le nombre de noyades en région PACA en 2022 ou le nombre de sages-femmes en PACA? Ah, j'ai envie d'être optimiste, c'est le nombre de sages-femmes. Non, c'est le nombre de noyades. C'est vrai? Ouais, les sages-femmes, il y en a plus, ça va, il y en a 480. Ok. Ah ouais, mais c'est beaucoup quand même hein, pour en nombre de noyades. 337 noyades, ouais. Après, peut-être pas le nombre de morts, mais le nombre de noyades Ouais. déclarées, du coup. Ouais. Il y a au moins eu un Je sais pas si problème. noyade, Ok. ça veut dire forcément mort, j'en sais rien, en fait. Mais j'espère pas du coup parce que bon, c'est très dangereux d'aller se baigner. Exactement. Et bon, un truc sur les généralistes. 103, Il faut que je réponde. est-ce que c'est le nombre de généralistes en Lozère ou le nombre de bouchers en Lozère? Est-ce que 100 généralistes dans un département, c'est jouable? C'est dur, hein. C'est dur, hein? Ah, j'ai l'impression, j'ai quand même pas eu tant de réponses juste que ça. Bon, on va dire nombre de généralistes. C'est le nombre de généralistes, exactement. Ouais. C'est un peu du pif, hein, quand même, c'est compliqué comme jeu. Hein. C'est pas facile, ouais. Bon, bah, il y a une autre aventure que j'en parlais tout à l'heure. Tu as eu des études un peu mouvementées parce que tu as participé du coup à Miss France. Quel souvenir Tout à fait. t'as de Miss France? Est-ce que t'as un bon souvenir de ton aventure? Globalement, j'ai un bon souvenir de mon aventure. Après, moi, j'ai participé, j'avais les 24 ans, parce qu'à l'époque, c'était l'âge limite. Maintenant, il n'y a plus d'âge limite. Ok. Du coup, forcément, je pense qu'on n'a pas la même perception de l'expérience que quelqu'un qui a 18 ans. Ça, c'est certain. C'est une très belle aventure. Clairement, je suis beaucoup plus à l'aise dans ma blouse, en basket au cabinet, plutôt que sur des talons devant une scène, voilà, où il faut défiler, sachant que je n'ai pas du tout le rythme dans la peau. Ça m'a permis de faire de très très belles rencontres humaines. Ça m'a permis de super belles expériences. Je pense notamment à ma prise de parole au JT. Je sais que mon grand-père de là-haut aurait été très très fier, lui qui me manquait jamais une seule émission. C'est vrai que ça permet de se dépasser. C'est des émotions indescriptibles parce que voilà, en termes d'adrénaline, on est pas mal. On est pas mal. Mais voilà, après le monde plutôt, on va dire, de la télé, etc., Ouais. c'est pas forcément quelque chose qui me plaît en soi, mais j'en garde quand même un très bon souvenir et j'avais une très belle promotion aussi, donc forcément, avec les filles, j'ai partagé de très très bons moments et je garde de très bonnes amitiés d'ailleurs avec certaines d'entre elles dont je parle même tous les jours, donc ça c'est chouette. Trop cool. Et c'est compatible avec des études de médecine, du coup, ou ça empiétait quand même sur ton internat, le fait d'être Miss? Alors moi, je voulais absolument pas arrêter mes études, ça c'était hors de question. Je voulais pas non plus prendre d'années de retard. C'était un choix personnel parce que je sais que beaucoup de Miss prennent une année sabbatique. Si vous entendez les bruits, c'est mon chien derrière. Oui, on le voit. On le voit aussi sur son compte Instagram d'ailleurs. Et qu'est-ce que je disais? Ça y est, je sais plus. Oui, non, j'ai pas voulu prendre d'année sabbatique. J'ai eu le droit à un aménagement entre guillemets de poste, ce qu'on appelle un surnombre.
quand on est interne. On peut le demander notamment lorsque on est enceinte. Bon, alors moi, c'était pas tout à fait du coup le thème, mais voilà, en gros, pendant quasiment 2 mois, j'étais pas en stage. Et j'ai pour autant validé avec les congés en association, j'ai réussi à faire les 4 mois sur les 6 qui sont obligatoires pour pouvoir valider. Donc c'était un rythme très intense, surtout que moi, du coup, j'étais Miss Auvergne en étant interne à Montpellier. C'était beaucoup d'allers-retours, beaucoup de fatigue, etc. Mais c'était voulu, c'était désiré, je regrette absolument pas ce choix-là. Trop cool. Et c'est quoi le plus stressant du coup? C'est Miss ou c'est les ECN? Et c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je pense que quand même, c'est pas la même. On va dire que c'est pas la même densité. On va dire que les ECN, c'est un gros stress sur 10 mois de travail acharné. Sauf que moi, il faut savoir qu'à la base, je voulais absolument pas faire médecine générale. J'avais dit que je ferais surtout pas médecine générale. C'est une spécialité qui me faisait extrêmement peur et qui parfois me fait encore très peur parce qu'il faut tout savoir. Enfin, j'ai en tout cas l'impression que ça donne. Il faut en tout cas avoir des bases un peu partout. Justement, on peut avoir beaucoup de consultations anodines et puis entre toutes ces consultations anodines dans la journée, il va y avoir l'urgence qu'il faut absolument pas louper. Faut pas passer à côté, ça c'est une grosse pression. Alors que je trouve que dans les spécialités, alors ça peut être extrêmement poussé là aussi, mais on maîtrise bien son sujet. Finalement, une fois qu'il y a des années aussi supplémentaires qui sont là aussi et pas pour rien, on est sur un cadre restreint. Alors qu'en médecine générale, voilà, ça balaye tout. Ça c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Et moi, je voulais ophtalmo. Donc du coup, j'adorais le côté microchirurgie, pouvoir faire des choses très manuelles, etc. J'avais adoré mon stage aussi. Les internes étaient extrêmement épanouis. Je pense que ça jouait beaucoup. Durant l'externat. C'était mon gros coup de cœur et j'ai extrêmement bossé pour ces ECN-là. J'ai loupé pas beaucoup, d'une centaine de places, la dernière place du coup pour avoir un poste d'ophtalmo. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs s'il y a des étudiants qui sont en dernière année et qui me regardent, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée que de ne pas l'avoir parce que je suis très épanouie dans ma spécialité. Je trouve que la médecine générale, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que autant le libéral, c'est extrêmement appréciable puisque justement ça peut me permettre de vivre un projet comme je vis actuellement, chose qui ne serait pas possible en tant que spécialiste. Et à côté de ça, si par exemple demain j'ai envie de faire de l'échographie, je pourrais faire de l'échographie. Si demain j'ai envie de faire plutôt de la psychologie, je pourrais faire sur des DU plus spécialisés là-dedans. Je peux faire de la pédiatrie, je peux faire de la gynéco. Vraiment, encore une fois, on peut refermer l'étau si on a envie. Et ça, c'est chouette aussi. Ok, trop bien. Merci pour ta transparence, c'est une belle anecdote. Ça me rappelle une vidéo que j'avais faite où je disais du coup que mes échecs étaient mes plus belles gloires parce que ça m'avait apporté d'autres projets que j'avais pas forcément anticipés et qu'aujourd'hui je suis vraiment trop content de vivre ça et d'avoir finalement échoué ce qui m'était arrivé. Donc je suis Non, carrément. Non, vraiment. Je pense que si on fait les choses avec le cœur, si on les fait à fond, honnêtement, les ECN, je pouvais pas faire plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas souhaité recommencer pour essayer d'avoir ophtalmo en tentant ma chance une deuxième fois. C'est que ça devait pas passer. En fait, je crois vraiment en la vie, en le destin, etc. Et c'est vrai que je pense que voilà, si ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher. Peut-être parce que justement, derrière nous, il y a des plus belles choses qui nous attendent. Donc et d'ailleurs, le fait de faire un tour des grands plats, comme ça peut se faire, c'est compatible avec une spécialité, du coup, peut-être ophtalmo ou chirurgie. C'est peut-être plus difficile de faire ça quand on est... Je pense que ça serait plus difficile à organiser, pas impossible. Pour autant, je pense ça serait pas possible juste en sortant simplement parce que forcément les spécialistes souvent font des assistanats, etc. Donc ils doivent rester plus longtemps à l'hôpital, peut-être en tant que libéraux. Et encore que je pense que les libéraux implantés ont peut-être plus facilement les spécialistes des remplaçants attitrés, alors qu'en médecine générale, ça bouge beaucoup quand même, en tout cas plus souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être une question de notoriété des spécialistes et une question de confiance aussi. On accueille peut-être plus difficilement un spécialiste en chirurgie ou en je sais pas quoi. On le connaît pas. Oui, je pense qu'effectivement, ça doit être plus compliqué. Puis surtout, là, nous, on fait des remplacements courts et j'imagine que, par exemple, pour remplacer en chirurgie, effectivement, il doit falloir quand même connaître un minimum l'équipe, il doit falloir être quand même là de manière plus fixe, en tout cas, que juste 15 jours par-ci, par-là, quoi. Et donc là, tu as commencé ton tour des remplats en janvier. T'as commencé dans la Drôme, tu es maintenant dans le Nord. C'est quoi la destination finale? C'est déjà fixé? Alors non, c'est pas fixé, pas encore, parce qu'on fait un petit peu au fur et à mesure, on cherche les remplacements, voilà, comme ils viennent. Là, on a une visibilité jusqu'à août.
Donc là actuellement quand on parle, nous sommes en juin, donc on a un petit peu d'avance. On verra un petit peu au fur et à mesure. L'idée c'est d'arriver à faire le tour de la France. Donc on aimerait finir de préférence en région PACA. Toujours dans la campagne, hein, pas à Cannes, mais on verra ce qu'on trouve en fonction. Si jamais, évidemment, il n'y a pas de remplacement là-bas, on remontera peut-être plus vers l'Auvergne. Je sais qu'on a beaucoup de propositions en Lozère, etc. Donc, on verra à ce Ouais, moment-là. j'imagine. Oui, parce qu'il y a des gens, des médecins maintenant qui ont entendu parler de ton compte et qui te proposent, j'imagine, des remplats, ouais. Ah, Tout ça à c'est... fait. Ah bah là maintenant c'est chouette parce que oui du coup on a pas mal de propositions. Alors après voilà il faut trouver que les dates qui conviennent. Il faut aussi trouver pour mon compagnon qui est kiné. Mais c'est chouette parce qu'il y a des personnes qui nous contactent justement spontanément. Donc toujours appréciable. Et puis on est aussi content de recevoir des messages justement de alors ça peut être d'internes, ça peut être d'étudiants, ça peut être aussi des sages-femmes, des infirmières etc. qui ont envie de mener le même projet que nous. Et ça on trouve ça trop chouette parce que si ça peut inspirer d'autres personnes et les encourager à venir découvrir des régions comme celle-ci, vraiment, on aura tout Ben, gagné. j'encourage mes auditeurs, s'ils habitent peut-être dans le sud-ouest de la France, qui pour prévoir des futurs remplats pour toi, à pas hésiter. Tout Si, à fait, pas hésiter. en kiné ou en medg, du coup, s'ils connaissent quelqu'un qui recherche, à te contacter sur ton compte. Et qu'est-ce qu'on trouve du coup sur ton compte Instagram? C'est Anaïs Verestchak Off, c'est C'est ça? ça. Oui, parce que alors, oui, le off, il est resté de Miss France et on est obligé en fait finalement de mettre off pour J'ai cru que officiel c'était ton nom parce de que famille à la il y a base. beaucoup de problèmes. Oui, alors oui, j'ai des colis du coup des fois que je reçois où il y a écrit Verechak off, mais non, je vous assure, Verechak c'est déjà assez long comme ça, on va pas rajouter des lettres. Et je peux pas le modifier, j'arrive pas à le modifier. Il faudrait que je fasse une demande spéciale à Instagram. J'ai toujours pas trouvé je suis toujours en cours, c'est dans une de mes to-do list interminables, mais il faudrait que je le fasse. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve sur ton compte Instagram? C'était ton parcours, ton aventure du Tour de France, des photos, tu documentes ça avec des... Tout à fait. J'essaie donc évidemment de partager le Tour de France, nos étapes, etc. S'il y a des personnes qui ont envie de faire pareil, que ce soit pour les vacances ou pour le travail, on essaie de mettre un petit peu l'itinéraire qu'on fait. Des photos évidemment, un peu de mon petit chien aussi, un peu beaucoup, trop même peut-être, je ne sais pas. Beaucoup de choses avec de la légèreté, de l'humour, etc. J'essaie aussi de passer des messages évidemment de prévention sur le quotidien au cabinet, sur justement les lapins. Quand je peux aussi faire des petits cas cliniques, j'aime bien poser des questions. Vous pensez que c'est quoi? Quel diagnostic? Des idées? Faire des petits rappels. Bien sûr, 25 ans, il faut faire son vaccin. Est-ce que vous y avez pensé? Parce que je sais que j'ai une communauté qui est assez jeune aussi et qu'on va pas forcément chez le médecin quand on va bien et qu'on est en bonne santé. Donc c'est l'occasion, je pense, de faire passer des messages de santé. D'ailleurs, ma thèse, je portais justement sur la possibilité de passer des messages de prévention sur les réseaux sociaux. Donc les résultats montraient quand même que c'était possible, qu'il y a un impact aujourd'hui qui est démontré. D'ailleurs, on le voit de plus en plus avec les influenceurs, entre guillemets. J'aime pas forcément ce nom, santé. On peut faire passer des messages, on peut avoir une action positive sur les patients finalement qui sont notre communauté. Et encore une fois, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit fait par des professionnels de santé. Mais c'est tout à fait faisable et c'est chouette parce que finalement, sans s'en rendre compte, les gens vont peut-être être plus attentifs à tel ou tel détail. Donc je pense que Tout à c'est fait. bien. Trop bien. Bah, écoute, j'encourage tout le monde à aller visiter ton compte Instagram parce que c'est pas un compte de Miss comme on a l'habitude de voir. Donc, Non, il n'y a pas trop de photos ou exactement. d'outfits, de make-up, des trucs comme ça. Non, mais pas uniquement, donc c'est chouette à voir. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités, c'est qui est-ce que je pourrais inviter dans ce podcast du coup? Est-ce que tu es en lien avec d'autres créateurs en santé ou quelqu'un que tu apprécies particulièrement et que je pourrais interviewer? Qu'est-ce que tu pourrais me recommander d'inviter dans le podcast? Alors, je pense à deux personnes, notamment, deux copines Miss, qui font vraiment des choses intéressantes. Je pense à Justine Delcroix, qui est psychologue et qui s'était présentée dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et je pense à Victoria Chauchard, qui est dentiste, qui voyage aussi beaucoup. Et je pense que c'est deux personnes, je ne sais pas trop si tu as encore fait dentiste et Dentiste, psychologue ouais, pas psychologue du coup. Ouais. sur ton compte. Mais en tout cas, c'est deux personnes qui ont pareil la joie de vivre, qui sont hyper agréables et je pense que ce serait un superbe échange que tu pourrais Bah, avoir avec avec grand elles. plaisir, je les contacterai, je me note ça et je contacterai. Est-ce que tu as une question peut-être à leur poser? Comme ça, je leur poserai le jour de l'interview si Une si j'enregistre. question, peut-être.
Une question pour les embêter. La consultation peut-être la plus malaisante qu'elles aient eue. Ah, c'est La marrant ça. situation vraiment où elles se sont dit je sais pas comment je vais m'en sortir. Ça, c'est marrant, c'est pas mal du tout. Je vais me noter ça et puis je t'enverrai leurs réponses si Ah jamais bah je oui, je regarderai le podcast de toute manière. Bah, c'était un super épisode. Vraiment, je pense que ça a pu donner à des gens, envie à des gens qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. C'est très, très chouette. Ben, merci à toi en tout cas pour les questions, c'était un super moment et puis au plaisir de se rencontrer peut-être en vrai et pas uniquement via les réseaux sociaux. Ouais, carrément, bah, là, faudra qu'on se trouve dans le Tour de France. Sur le Tour de la France, Dans l'autre sens, du coup. c'est ça. Faut que je revienne en arrière. Reste encore 30 secondes, je dis au revoir aux invités. Ça marche. Les amis, mettez 5 étoiles au podcast si ça vous a plu et recommandez-moi des invités. Je les contacterai avec grand plaisir. Ça y est, t'as officiellement atteint la fin de l'épisode, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me recommander des créateurs que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast, je les contacterai avec grand plaisir. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, c'est vraiment très important pour moi. On se retrouve très vite dans un prochain podcast, c'était Anthony, alias Douzerie, pour Première Consultation, à bientôt les amis.